question de savoir si l'année 2020 fut l'objet d'une surmortalité absolument hors norme, due essentiellement à un virus, le SARS-CoV-2, et justifiant par là un état d'urgence sanitaire et toute une série de mesures excipant du droit commun, n'est pas une question simple. Apparemment, elle est simple, puisqu'il y a des choses incontestables. Il y a bien eu une épidémie basée sur un nouveau virus. Il y a bien eu une surmortalité. Il y a eu plus de 670 000 morts en 2020 en France, alors que l'année dernière, il y avait eu 613 000 morts. Donc apparemment, la question est simple. Et on ne peut pas remettre en question le récit officiel. En réalité, quand on analyse sérieusement les paramètres qui permettent de dire une chose pareille, ça s'avère beaucoup plus compliqué. Et quasiment tout ce qu'on dit à ce sujet peut être remis radicalement en question. Le concept de catastrophe sanitaire pose problème, mais surtout la question de la surmortalité, des causes de la surmortalité et de la signification de cette surmortalité implique des notions complexes de statistiques, d'agrégats de chiffres disparates, de termes de comparaison qui doivent être pertinents. Et c'est là que tout se complique en fait. Alors d'abord, la question du concept de catastrophe sanitaire. Le gouvernement, au premier trimestre 2020, a estimé donc que la France faisait face à une catastrophe sanitaire qui donc justifiait le fait de déclarer un état d'urgence sanitaire. Un conseil scientifique, du coup, a été monté. Il se trouve qu'il n'y a pas de définition juridique ou scientifique définissant un état de catastrophe sanitaire. Ce n'est pas une notion légale. Et du coup, le conseil scientifique, sa première mission aurait dû être de donner sa propre définition d'une catastrophe sanitaire et d'établir les critères objectifs qui lui permettaient d'affirmer l'apparition de cette catastrophe sanitaire et de sa disparition au fur et à mesure que ces critères objectifs changeaient. Donc on ne le saura jamais puisque le conseil scientifique n'a pas fait ce travail. Il n'a quasiment rien fait de ce que le code de la santé publique normalement l'obligeait de faire. On a déjà dit dans une autre vidéo que le conseil scientifique était pour la plupart de ce qu'il faisait dans l'illégalité à peu près la plus totale. Donc pour ça y compris, il n'a pas fait le boulot. Bon. Mais ce n'est pas le problème principal, bien sûr, par rapport au problème qui nous occupe. Il s'agit surtout de savoir, non pas de manière légale, mais de manière réelle, si le 2020 est en tout point exceptionnel et que cette exceptionnalité n'est due qu'au virus. Le premier élément à avoir en tête pour remettre un peu de complexité dans l'analyse critique du récit officiel qui est fait là-dessus, c'est de bien prendre en compte que au niveau de la surmortalité annuelle, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a ce que les démographes appellent les années de moisson, c'est-à-dire que régulièrement, à peu près tous les 2-3 ans, il y a des années de forte surmortalité par rapport aux autres années, généralement dues à des épidémies d'infections respiratoires aiguës, notamment la grippe, qui est de gravité variable. Et les personnes les plus fragiles, généralement âgées, qui s'étaient accumulées au fur et à mesure des années calmes, eh bien, se voient fauchées donc par cette épidémie et occasionne donc une surmortalité plus importante que les autres années. Donc des années relativement calmes en termes de mortalité se voient succéder par des années de moisson. On dit moisson parce que en fait, la mort c'est la grande faucheuse et donc voilà, il y a des moissons importantes et puis il y a des moissons moins importantes. Bien, donc 2020 est évidemment une année de moisson, mais
Du coup, il faut l'avoir en tête, étant donné que les 2 années qui avaient précédé étaient des années de faible surmortalité. Et les années de surmortalité avec lesquelles il faudrait comparer 2020 sont donc les années de moisson précédentes, à savoir 2012, 2015, 2017. Donc quand on compare la surmortalité de 2020 à 2019 ou à 2018 et 2019, en réalité donc on compare une année de moisson avec deux années sans surmortalité significative. Donc ça biaise complètement la comparaison. Donc premier élément à retenir. Le deuxième élément essentiel à prendre en compte pour pouvoir mettre en perspective la surmortalité de 2020, c'est de prendre en compte le fort vieillissement des populations des sociétés occidentales, et notamment de l'arrivée dans les âges critiques des générations du baby-boom. On fait face en réalité à un papy-boom depuis quelques années, c'est-à-dire l'arrivée dans l'âge critique au niveau des problèmes de santé de toutes les générations très importantes qui étaient nées dans l'après-guerre entre 1946 et 1974. Donc depuis 2006-2016, les gens les plus jeunes de cette génération du baby-boom, de ces générations du baby-boom, arrivent à plus de 60 ans à partir de 2006 et plus de 70 ans à partir de 2016, et donc viennent gonfler mécaniquement les chiffres de mortalité. Le taux de mortalité ne cesse d'augmenter à cause de ce vieillissement de la population, alors même que l'espérance de vie, elle, continue d'augmenter pour chacune des tranches d'âge. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'en démographie, et déjà en statistique en général, ce qui paraît évident, en réalité, souvent ne l'est pas du tout. Donc notre espérance de vie croît, mais notre taux de mortalité croît également, du fait du vieillissement de la population. Nous arrivons dans une époque qui va durer encore longtemps, plusieurs décennies, où notre taux de mortalité va augmenter sérieusement, et où les années de moisson, donc les années d'épidémie qui vont venir faucher les personnes les plus fragiles, vont occasionner beaucoup plus de morts qu'avant. Et 2020 en est un parfait exemple. 2017 avait été une année de forte grippe, il y avait eu pas mal de surmortalité, pas autant qu'en 2020, mais il y en avait eu pas mal. Et du coup, en 2018, les gens qui étaient les plus fragiles et qui allaient mourir étaient déjà morts, et on ne peut pas mourir deux fois. Donc en 2019, pareil, une année donc de sous-mortalité. Et donc pendant 2 ans, le stock des personnes fragiles, et notamment des personnes âgées fragiles, avec plusieurs comorbidités, a augmenté, s'est remis à augmenter. Et quand la Covid est arrivée, est venue faucher toute une série de gens plus importants qu'avant, donc qui avaient été très fragilisés. Ce qui explique la majeure partie, en réalité, des chiffres apparemment exceptionnels de l'année 2020. Alors, il faut le mettre en regard donc avec un taux de létalité de la Covid qui en lui-même n'est pas spectaculaire. Alors, je ne rentre pas dans les difficultés et les divergences très importantes entre les spécialistes pour établir le taux de létalité de la Covid. Il est difficile à établir, étant donné qu'un taux de létalité, donc, c'est pas un taux de mortalité, un taux de létalité, c'est le rapport entre le nombre de personnes qui sont mortes d'une maladie et le nombre de personnes qui ont été infectées par cette maladie, qui ont été malades, tandis que le taux de mortalité, c'est la même chose, mais en rapport avec la population générale. Donc le taux de létalité de la Covid, on a un problème sur le numérateur et le dénominateur, donc ça fait beaucoup, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement le nombre de personnes infectées, on connaît tout le problème des tests PCR qui ont généré toute une quantité astronomique de faux positifs.
Mais c'est pareil également pour les morts déclarées de la Covid, étant donné qu'il y a un flou plus qu'artistique qui confond allègrement les morts avec Covid des morts dues à la Covid. Donc du coup, on n'est pas au clair ni avec le numérateur ni avec le dénominateur, et du coup le taux de létalité, bien malin celui qui pourrait l'établir objectivement et scientifiquement. Mais enfin, ce taux de létalité doit tourner entre quelque chose entre 0,5% et 1% à peu près. Mais ça reste un taux de mortalité qui est notable. Hein. Ce n'est pas anodin, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. La létalité du SARS-CoV-2 ne rentrera pas dans les annales parmi les épidémies les plus létales, ça certainement pas. Une épidémie dont la létalité est exceptionnelle, eh bien ça tourne autour de 30, 40, 50, 60%. Hein. Donc quand on est aux alentours de 0,5, 1%, ça fait partie des épidémies donc, mortelles, mais peu mortelles. Par contre, quand elle vient frapper une population qui est fragilisée, eh bien ça occasionne une surmortalité dans ces fameuses années de moisson. Alors, pour achever de bien mettre en perspective cette surmortalité de 2020, que le chiffre officiel positionne à peu près autour de 45 000 morts, si je ne dis pas de bêtises, mais en se référant donc à l'année 2019, donc en se référant à une très mauvaise année pour ce faire, il vaut mieux se diriger vers un tableau allemand qui étudie une grande quantité des pays, si ce n'est pas la totalité des pays européens, du point de vue de la surmortalité, avec des chiffres tirés d'Eurostat, et qui compare les taux de mortalité de 2020 et des 7 années précédentes par tranche d'âge. Parce que le taux de létalité de la Covid est très différent selon les classes d'âge. La courbe est très nettement une courbe exponentielle, c'est-à-dire qu'en dessous de 50 ans, c'est quasiment égal à zéro, hein, c'est-à-dire que c'est non significatif au niveau statistique. À partir de 50, ça commence un petit peu à s'élever, puis la courbe se redresse franchement à partir de 65-70 ans, et devient quasiment verticale à partir de 80 ans. Si on veut établir en quoi l'année 2020 est exceptionnelle, il faut regarder ça beaucoup plus précisément par classe d'âge. Donc c'est ce que fait cette étude allemande, et on s'aperçoit que l'année 2020, en fait, n'est en rien exceptionnelle par rapport aux autres années, en termes de taux de mortalité par classe d'âge. Là, on a une forte surmortalité au niveau global, mais on ne voit pas s'aggraver les taux de mortalité par tranche d'âge. Sauf sur une tranche d'âge, celle des 70-79 ans. Alors on va voir que cette tranche d'âge est tout à fait spécifique. Donc en dessous de 50 ans, eh bien, l'année 2020 se signale par l'inverse de ce qu'on pourrait supposer, à savoir que sur les 8 années étudiées, eh bien, c'est l'année où le taux de mortalité est le plus bas. Après, au-dessus de 50 ans, eh bien 2020 ne se signale pas par des taux de mortalité supérieurs, sauf pour la classe d'âge 70-79 ans. Alors d'abord ce taux de mortalité qui est le seul à être un taux de mortalité record donc en 2020 n'est pas spectaculairement supérieur au taux de mortalité de cette tranche d'âge en 2017. Il est de 1,94% en 2020, alors qu'il était de 1,90% en 2017. Donc ce n'est pas un saut qualitatif qui validerait le fait que l'année 2020 serait incomparable par rapport aux autres années. On reste tout à fait dans le même ordre de grandeur. Et d'autre part, donc 70-79 ans, il se trouve que c'est précisément l'arrivée des baby boomers dans cette tranche d'âge particulière. Ceux qui sont nés en 1946, par exemple, en 2020, ont 74 ans. C'est donc bien l'arrivée de ces baby boomers dans cette tranche d'âge
qui vient augmenter numériquement la proportion de gens fragiles supérieure aux années précédentes. Une excellente vidéo de Décoder l'écho a fait brillamment le point sur toutes ces questions-là. Donc il a rappelé donc, qu'en 2020, il y avait 800 000 personnes âgées de plus, c'est-à-dire de plus de 65 ans, qu'en 2017. Donc il n'est absolument pas surprenant de trouver lors d'une nouvelle année de moisson beaucoup plus de morts dans cette année de moisson, de surmortalité donc, qu'en 2017, puisqu'il y a 800 000 personnes âgées de plus. Bon, il y a un petit peu plus également de population générale, mais c'est surtout ces 800 000 personnes de plus, personnes âgées de plus, qui aggravent les chiffres de n'importe quelle épidémie comparable. Une forte grippe aurait provoqué certainement des chiffres tout à fait comparables. Quand bien même la Covid sera un peu plus grave qu'une forte grippe, de toute façon, la cause essentielle de cette surmortalité, en réalité, n'est pas là. Elle est dans la structure par âge de notre population vieillissante. La surmortalité de 2020 est donc due à 5 facteurs. Le virus, bien sûr, une épidémie finalement peu létale, mais néanmoins plus grave qu'une épidémie de grippe standard, une structure par âge très vieillissante, l'arrivée du papy-boom, c'est-à-dire de la génération du baby-boom qui arrive dans les âges critiques, à plus de 65 ans, une année de moisson, après une année de basse mortalité, qui a reconstitué le stock des personnes fragiles, c'est-à-dire des personnes, pour la plupart donc des personnes âgées grevées de plusieurs comorbidités qui leur donnent une espérance de vie très courte, et donc sont susceptibles à la moindre agression d'engager leur pronostic vital. Un hôpital en mauvais état et un refus quasi officiel de soigner les gens parmi les médecins et à l'hôpital. Donc on verra ces deux éléments dans la vidéo suivante, mais enfin on peut tout de même l'avoir déjà vaguement en tête pour permettre de comprendre cette surmortalité. Donc, finalement, sur ces 5 facteurs, il n'y en a qu'un qui soit directement lié au virus. Donc on voit que l'interprétation de cette surmortalité par le récit officiel donc du gouvernement et des mass médias est très mauvaise. Elle correspond en réalité très mal à la réalité. Ce qui rend la situation illisible est beaucoup plus anxiogène que ce qu'elle devrait être si on était lucide sur toutes ces questions-là. Or, c'est très grave en fait quand on ne peut plus faire confiance en la parole publique, donc ni de celle des autorités publiques, du gouvernement et des différentes autorités, ni des grands médias de masse, ni des scientifiques et des médecins qui sont invités la plupart du temps dans les grands médias, dont une bonne partie est grevée de conflits d'intérêts non dénoncés par les journalistes, qui du coup entachent l'objectivité de leurs analyses, qui généralement va exactement dans le sens des médias et du gouvernement. Donc après, deux choses l'une en fait. Soit on y croit, et comme ils ont un discours extraordinairement anxiogène, eh bien, on est donc anxieux, hein, soit on n'y croit pas. Mais ça également c'est problématique, étant donné que du coup, on ne peut plus avoir confiance en la parole publique, ce qui est en soi anxiogène. Parce que du coup, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, qu'il faut croire, et du coup, et ce qui nous attend en fait, et même ce qui arrive, on perd prise au niveau de l'interprétation de la réalité, c'est parfaitement anxiogène. Donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on est de fait dans une situation anxiogène, non pas pour des raisons objectives, mais pour des raisons subjectives, pour des raisons sociales. Or, cette situation a de très graves conséquences. Elle
elle induit de très mauvaises attitudes collectives. Alors on le constate sur toute une série de facteurs. D'abord, ceux qui sont malades ne vont plus se faire soigner ou diagnostiquer. Donc on a pu constater en 2020 toute une série très inquiétante de grands retards au diagnostic sur des choses essentielles comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers et toute une autre série de maladies où établir ce diagnostic le plus tôt possible a des conséquences très importantes sur le pronostic vital de ces personnes par rapport à ces maladies. Donc du fait des confinements, du fait également de la peur collective de sortir et de se retrouver dans des lieux collectifs, les instructions également gouvernementales de ne pas aller voir son médecin, etc., ont entraîné cette forte propension des gens malades à hésiter à aller chez le médecin et à aller poser donc un diagnostic par rapport aux maladies dont ils souffraient. Mais également, on a constaté toute une série de gens qui se bouclaient chez eux, qui se terraient chez eux, y compris les enfants, avec eux, ce qui est très mauvais. Alors, pour les personnes âgées, c'est terrible, c'est-à-dire qu'ils se sont isolés. Donc ça a des conséquences sociales et psychologiques majeures. Donc ça fragilise en réalité ces gens-là. Également le fait de ne pas faire assez d'exercice, eh bien ça a des impacts évidemment sur les maladies cardiovasculaires énormes. Le niveau général d'anxiété et de troubles psychologiques a connu, alors là pour le coup, des niveaux réellement historiques, et ça continue. Les tensions entre les personnes sont parfaitement visibles et palpables, ce qui est très mauvais. Les gens se dénoncent entre eux, s'engueulent publiquement, parce qu'ils n'ont pas bien mis leur masque, parce qu'ils n'ont pas respecté les distances, etc. Bref, donc on peut constater toute une série de conséquences absolument délétères du fait de cet état anxiogène dans lequel on a mis l'ensemble de la population. Donc, je finirai ce point de la première vidéo par une remarque politique. Quand on ne peut plus faire confiance en la parole publique, eh bien, cela démonétise la confiance en l'État, ce qui est un cercle vicieux. Parce qu'on peut le constater, les différentes réactions de lucidité par rapport à ce très mauvais récit collectif officiel qui est donné de la situation sont tout à fait utiles à court terme. Il participe au fait de réinformer donc les gens et donc de calmer cette anxiété générale très délétère, mais contre-productif sur le long terme parce que généralement ils attribuent à l'État en soi la nature de cette désinformation et de toutes les mesures allant contre l'intérêt général qui ont été prises lors de cette épidémie. Or, il s'agit de se réemparer de l'État et non pas de combattre l'État. Certes, il faut combattre les initiatives de ce gouvernement, mais pas l'État pour pouvoir décider de politique publique et de politique de santé publique adaptée à cette situation, au vieillissement de la population. Au lieu de fermer des lits, bien sûr, il faut en rouvrir, il faut réinvestir massivement dans l'hôpital public. D'ailleurs, ça nous fera faire des économies, puisqu'on a vu que réduire le personnel et les lits d'hôpitaux a occasionné des dépenses absolument astronomiques, infiniment supérieures aux économies comptables à courte vue qu'on avait pu faire dans les décennies précédentes. Et de manière générale, de toute façon, devant tous les gigantesques dysfonctionnements, il n'y a pas que les problèmes de santé publique auxquels on doit faire face actuellement, il faut se réemparer de l'État et non pas vouloir se débrouiller en dehors et contre l'État.
Donc cette démonétisation de la parole publique et cette désinformation généralisée, en réalité, aggrave la situation qui est à l'origine de cette désinformation. Donc il y a là un cercle vicieux qu'il faudrait briser et non pas conforter. Voilà, c'était la conclusion politique de cette série de remarques.